taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Samba Thiam, professeur des universités agrégées des facultés de droit, avocat à la Cour et président de l'ONDH, l'Organisation nationale des droits de l'homme. Monsieur Thiam, encore une fois, merci. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Monsieur le directeur général, Baye Omar Gueye, c'est moi qui vous remercie. En mon nom également, notre organisation, l'ONDH, que je porte, vous dit merci d'avoir voulu nous inviter par ma voix. Et je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous entourent et qui vous aiment, une bonne et heureuse année 2025. Alors, excellente année 2025 à vous aussi. Alors, professeur, sujet d'actualité, vous avez suivi justement le communiqué de la CENTIF parce que finalement, tout est parti de là. Le garde des Sceaux, par le biais du procureur judiciaire financier, a saisi l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député Sarbangor. Mais d'abord, ce communiqué en soi a fait objet justement de discussion. Pourquoi un tel communiqué susciterait-il autant d'intérêt? C'est parce que la personne visée est un homme public, est une personnalité, un statut, un député, et que notre pays, depuis un certain moment, rien ne passe. Tout ce qui arrive fait l'objet de discussions. Notre société est une société ouverte. La communication est très large. Je me demandais aussi si ça ne pouvait pas se faire sans en communiquer, puisque c'est dans l'ordre normal des choses que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisisse l'Assemblée nationale, que la CENTIF saisisse le procureur, le parquet, le pôle judiciaire financier, plus précisément le procureur, le financier. Ça ne devait pas avoir un tollé. Je dois citer en termes de procédure. En termes de procédure. Oui. Et en soi, beaucoup ont remis en cause cette notion de présomption d'innocence, quelque part qui n'a pas justement été bien respectée. Justement, nous, militants des droits humains, nous, Organisation nationale des droits de l'homme et d'autres organismes avec nous qui mènent un combat, tenons énormément à rappeler ces principes, ces valeurs. La présomption d'innocence signifie tout simplement que la personne est considérée comme innocente, elle n'a rien fait, elle ne doit pas être dérangée, jusqu'à ce que un moment arrive face à une juridiction chargée de juger cette personne, la déclare coupable. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire des commentaires. Et bien avant cela, des gestes, discours, et je m'adresse à tout le monde, y compris les autorités, devraient faire attention, manière de parler, manière d'écrire, à irait dans le sens d'accuser la personne, de la considérer, de la culpabiliser, et ça c'est porté atteinte à ce principe fondamental. Que la présomption d'innocence. Et j'aimerais bien ajouter, la presse doit faire attention, sa manière d'écrire, sa manière de présenter les choses, sa façon de décrire les faits. Quand je vois utiliser le conditionnel, ce n'est pas mal. Quand on affirme, c'est extrêmement grave. Et qu'on sache que la CENTIF, c'est vous qui nous donnez l'occasion de rappeler, ce n'est pas quelque chose. Ce c'est d'abord la CENTIF en termes de rôle, de prérogatives dévolues à la CENTIF. Nous sommes un monde. Ce n'est pas le Sénégal. C'est la communauté.
c'est plus précisément le secteur de l'UEMOA. C'est l'UEMOA, l'union à laquelle nous faisons partie, qui impose cela aux États, qui demande aux États de l'incorporer. Le Sénégal n'a pas le choix. Le Sénégal est obligé de modifier sa législation pour insérer cet organisme chargé de mener des investigations à chaque fois qu'il s'agit d'informations financières d'un certain niveau. En clair, nous menons un combat d'ensemble contre le blanchiment d'argent. Et vous savez ce que ça signifie. Il s'agit de changer des opérations. Il s'agit de dissimuler. Quand il y a une somme extrêmement importante, pour faire disparaître les traces, on change l'opération à une autre opération. C'est le cas en matière de trafic, de stupéfiants, de la drogue, et qu'on finit par acheter une maison, etc., etc. Ces informations en matière de blanchiment d'argent, de corruption, nécessitent un combat. Ça me rappelle quand nous avons mis en place l'enrichissement illicite, ce délit existe toujours. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est d'avoir supprimé CREI. Et justement, quand nous avons mis en place ce pôle judiciaire, c'est une manière de ramener, mais cette fois-ci, en se conformant aux exigences en matière de droits de l'homme, garanties en matière de droits de l'homme. Alors, vous avez parlé d'un côté la CENTIF, de l'autre le parquet judiciaire financier. Quels liens, quelles en sont les limites, oui, par rapport également à ces deux entités, apparemment, qui travaillent? Ah mais c'est simple. La CENTIF n'est pas un organe juridictionnel. Elle est chargée de la quête des informations. Il peut y avoir une déclaration de soupçon. D'autres organismes peuvent la saisir. Elle travaille en étroite collaboration avec des organismes, avec des services également, comme la police judiciaire, etc. Quand vous voyez la composition, vous vous rendrez compte que ce sont des gens permanents, présidés par un fonctionnaire de haut niveau, dans le cas de l'État. Le lien, c'est simple. Quand on fasse des informations, des investigations, on est en droit de pouvoir informer le parquet financier. Alors, on cherche des informations. S'il y a une déclaration de soupçon, on mène des investigations, si vous appelez ça enquête, pourquoi pas. Voilà. Et j'ai dit que puisque la cellule ne poursuit pas, n'est pas au cœur de la police judiciaire, et donc c'est le parquet financier qui s'en charge, qui en a la compétence. Et il est dit dans le texte qui organise la vie de ce parquet financier, de ce pôle judiciaire, que cela relève de sa compétence exclusive. Ce pôle judiciaire qui est créé, qui est rattaché au niveau du tribunal de grande instance hors classe de la CRA, que s'il est ici, la CENTIF ne peut que s'adresser à ce pôle judiciaire. Donc, le parquet financier de Lyon, c'est en cas d'infraction soupçonnée et puis des indices. Et donc, on va, à partir de ce moment-là, mener l'enquête. Quoi de plus naturel? Je ne vois pas. Et donc, il faut qu'on fasse attention. La CENTIF, c'est son rôle. Le parquet financier joue son rôle. Et quand on saisit l'Assemblée nationale, ça me paraît aussi normal. Oui, justement, le prolongement, justement, dans le parallélisme des faits. Avant, justement, d'évoquer l'Assemblée nationale, en termes de parallélisme, vous êtes un avocat français également. Aujourd'hui, un truc. Oui, oui, expliquez-nous. Vous êtes un avocat en même temps du barreau français. Oui, Ah oui, oui. ah oui. Mais alors, en termes de parallélisme des formes, à peu près, c'est le même procédé qu'en France. C'est le même procédé qu'en France. On va dire que j'avoue qu'on s'est inspiré également du système français, mais tout en gardant une certaine autonomie, tout en gardant une certaine indépendance. Nous avons nos réalités. C'est ça. Encore une fois, c'est beaucoup plus la zone de l'UEMOA. Nous menons ce combat, c'est en relation, nous répondons. C'est en termes de normes, je veux dire, de normes juridiques. Oui, de normes juridiques, nous fonctionnons de la même manière. Alors, Ouais. de ce point de vue, prolonger justement jusqu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour lever justement l'immunité parlementaire du député en question. Que dit la démarche? Oui, la démarche me paraît tout à fait normale, je peux me tromper. Et puis, je me permets de préciser qu'on parle de pôle judiciaire, il y a le parquet financier est dedans. C'est l'enquête, c'est l'instruction, c'est le jugement. C'est ce qui fait qu'on parle de pôle judiciaire.
Et le parquet financier, ça nous rappelle la hiérarchie au sein des parquets. Le parquet financier ne peut pas saisir directement le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Ça passe par le parquet général, qui coiffe le procureur général près la cour d'appel, et ensuite qui saisit le garde des Sceaux. Et Dans la question, c'est le cas. oui, C'est le cas. donc la démarche est tout à fait normale. Oui. Et tout à fait normal. Oui. Oui. Et que l'Assemblée nationale en son sein dresse une commission qui étudie la situation, qui examine, et on va vers cette session, cette étape au cours de laquelle il sera question de dire est-ce qu'on va lever l'immunité ou pas. Ou pas. Et cette commission a été déjà mise en place, composée de 11 membres. De ce point de vue, comment se déroule justement à ce niveau la procédure? Vous m'excuserez, excuserez mes limites par rapport à la procédure intérieure au niveau de l'Assemblée nationale, puisque je n'ai pas eu la curiosité de me renseigner à ce niveau moi-même, n'ayant pas été député. Et puis j'avoue que ma fonction d'avocat ne m'a pas permis d'accéder à cette procédure. Je risque de dire des bêtises. Mes connaissances limitent au fait de dire qu'il va falloir que l'immunité soit levée afin qu'on puisse poursuivre la procédure, engager des Après avoir entendu le concerné. Oui. Comme je disais, monsieur le directeur général, puisque je suis assez hésitant et je ne veux pas imaginer des choses, je vous demanderai de bien vouloir accepter de ne pas trop m'entraîner sur ce terrain. Puisque je disais comment ça va, c'est limite au fait de retenir le principe général, à savoir lever l'immunité pour permettre d'engager des poursuites contre. Et c'est justement à ce niveau-là que la personne va être entendue par l'équipe d'enquête du parquet financier. Et c'est là où je suis à l'aise en disant que la personne pourra se faire assister par ses avocats. C'est fondamental. Au niveau du parquet, Au niveau du parquet. comment cela va se passer à ce niveau du parquet? Mais le parquet va ouvrir une enquête et travaille avec des officiers de police judiciaire. Ça peut être du côté de la police, du côté de la gendarmerie. Et là, c'est après avoir levé l'immunité de peine, une déclaration. Voilà. Donc, s'ouvre une autre étape, celle-là judiciaire. Et c'est celle-là que je maîtrise le plus. Oui, allez, Trop du mal par rapport à la allons-y en tant qu'avocat, vous êtes lorsque le pôle judiciaire. On doit notifier à la personne qu'elle a le droit de se faire assister par un avocat. C'est fondamental. Et je disais tout à l'heure, l'une des innovations majeures de cette loi qui est relative au pôle judiciaire, c'est d'avoir corrigé ce qui est considéré comme étant des insuffisances malheureuses portant atteinte gravement aux droits de l'homme. C'est la loi relative à l'enrichissement illicite. On n'avait pas la possibilité de faire des recours. Et ici, le parquet financier a cette compétence exclusive quand il s'agit de la CENTIF, mais doit se soumettre à la procédure pénale comme dans le cadre comme s'il s'agissait de poursuites également qui ont été relevées par le procureur de la République, ce procureur de la République que nous connaissons habituellement, et puis des tribunaux. Donc, on a tous les droits. C'est rattrapé, c'est ce qui est bien. Donc, à partir de ce moment-là, la personne pourra être assistée par ses avocats, être entendue, et au Sénégal, l'avocat en présence de son avocat, lorsque son client est entendu, ne prend pas la parole, ne faut pas poser des questions, il ne fait qu'assister. Et donc, il y a des limites à ces jours. Et justement, ici, l'objet, il est question de 125 milliards. On parle de 125 milliards. C'est ce que je voulais dire. Alors, ce montant qui a été cité, qui devant faire objet d'enquête, on est dans le cadre de la répression illicite, on est justement dans un cadre jusqu'ici d'enquête, de vérification. À ce niveau, en tant qu'avocat, lorsqu'un montant atteint un tel niveau et que la procédure est ouverte, quelle réflexion cela vous inspire? Et justement, en tant qu'avocat et en tant que militant aussi des droits de l'homme, ce que je trouve assez grave, et j'espère qu'il y aura des raisons de pouvoir confirmer cette accusation grave, un montant aussi élevé, 120 milliards, dans un pays qui souffre dans ces conditions. Nous avons des populations, un taux de population qui augmente de plus en plus, des moyens limités,
Des milliards déjà, ça choque. Et quand c'est dirigé vers un individu, vers une personne, l'accusation est extrêmement grave. On s'attendrait quand même à avoir des indices extrêmement graves, comme on l'a dit dans notre jargon, concordants. Et au final, quand il n'y a pas suffisamment de charges à l'encontre de personnes, c'est la raison pour laquelle la conséquence sera destructive. Et pour l'État, et pour ceux qui poursuivaient, hein, et la personne qui a été poursuivie, et qu'au final, il n'y a pas d'issue comme on le souhaitait, a la possibilité de se retourner pour invoquer la dénonciation calomnieuse. Mais seulement la dénonciation calomnieuse, à partir du moment où c'est l'État, on ne peut pas se retourner contre une personne, puisque ce sont les mécanismes que nous avons mis en place, encore une fois, qui fonctionnent normalement. C'est l'État qui finalement est affecté. C'est l'image de ce qui était chargé de poursuivre de la magistrature qui est affecté. Autant je disais que c'est normal, laissons la justice faire son travail, comme on le dit. Ce sont des organismes qui sont mis en place. Autant, quand ça n'aboutit pas, quand ça ne permet pas de dire il faut redresser, il faut sanctionner, il faut finalement punir, mais c'est grave. Très grave. Ça affecte l'image. Ça affecte l'image. Et quand quand on arrive, ce que je ne sais pas pour personne, à finalement dire mais on va arrêter, on va emprisonner, et que le moment du jugement arrive, et finalement on est relaxé quand il s'agit d'un délit, acquitté s'agissant du crime, il y a une commission d'indemnisation qu'on doit mettre en place. Et je pense qu'à chaque année, la direction des crimes, c'est grâce, organise des rencontres entre les parquetiers pour évaluer parfois des politiques. Alors, Et ces politiques, l'indemnisation en fait partie. en fait partie, donc, pour faire la première synthèse de notre émission, oui, vous dites la procédure est légale, est normale jusqu'ici, mais attention aux conséquences que cela pourrait donner. C'est ça, exact. Merci d'avoir synthétisé. Et encore, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, qui reçoit le professeur Samba Kane. Samba Kane est professeur des universités, agrégé des facultés de droit, avocat à la Cour et président de l'ONDH. Alors, dites-nous un peu, vous suivez l'actualité depuis l'avènement des nouvelles autorités. Ils s'inscrivent dans la dynamique du Djubaïti. Dans un état de droit comme le nôtre aujourd'hui, lorsqu'il est question de redevabilité, d'abord, le fait de s'arrêter sur ce slogan qui est presque une doctrine de gouvernance, oui, quelle réflexion vous inspire une telle démarche? Qu'on se l'applique à soi-même d'abord. Djubanti, je crois que ça permet de dire que notre État, notre société est soumise à un minimum de règles. Appliquons nos règles. Que l'État soit soumis au droit, que ceux qui exercent, qui détiennent l'appareil gouvernemental, qui exercent le pouvoir, soient soumis au droit. Fasse soumettre notre État au droit. Donc je veux qu'on se l'applique. C'est quoi soumettre un État au droit? C'est appliquer nos règles. Oui. Appliquer nos règles, faire en sorte qu'il y ait justice, qu'il y ait équité, qu'il y ait égalité de tous devant la loi. C'est ça l'État de droit, la soumission de l'État au droit. L'administration doit fonctionner normalement au service des citoyens, des populations, l'administration de la justice, des usagers. Et l'État devrait répondre à toute demande que nous formulons. La communication, etc., etc. Il ne faut pas qu'ils consentent dans l'État. Certains sont privilégiés par rapport à d'autres. Certains souffrent par rapport à d'autres. Des mesures qui sont prises qui privilégient certaines pas. C'est ça qu'on doit remettre, qu'on doit restituer. Il va falloir qu'il y ait de l'ordre. Combattre l'arbitraire. Voilà, combattre l'arbitraire. Et que nous aussi, que nous acceptions de nous soumettre aux lois. Que nous soyons de vrais citoyens, que nous respections les règles de la cité. Tout l'enjeu. Qui n'est pas question de faire ce qu'on veut. Vous construisez, vous avez une maison, vous ne respectez pas les règles de la voie publique, les règles de la Constitution, de l'urbanisme, que l'État fasse respecter tout ça. Et ce sont là les grandes attentes face à de nouvelles autorités. C'est exactement ça. Nous voulons, quand nous les voyons faire,
quand nous nous voyons parler, que chacun se retrouve dans ça, qu'on ne sente pas que certains sont privilégiés par rapport à d'autres, que les emplois publics soient accessibles à tout le monde, à toutes les populations, à toutes les couches. Voilà. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la redevabilité. Qui parle de redevabilité parle de justice aujourd'hui. Quand vous interrogez notre histoire dans sa trajectoire politique, souvent, il est question de chasse aux sorcières, d'acharnement sur des acteurs politiques. Comment éviter justement de telles considérations? Je pense que gouverner, c'est de l'art. La politique, c'est une manière. Je pense que ce qui fait que nous avons des inquiétudes à chaque moment, après les élections, c'est que c'est trop automatique. C'est trop proche. Je pense que les choix, surtout que nous avons des télés, que nous pouvons utiliser, c'est pas tout de suite. C'est pas maintenant. Quand c'est trop rapproché, quand c'est trop suivi, ça fait que on parle, on commente. Et on peut également ne pas avancer des propos. Puisque nous avons des institutions qui sont chargées, laissez-les faire. Ne dites rien. Voilà. Mais quand il y a un discours prononcé, quelques moments après, il y a un acte fait, on a tendance à lier les deux. Donc, c'est une question d'art, une question de manière de faire, d'élégance, de courtoisie, de respect des institutions. Sinon, il y aura une confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire perdra son image, perdra son crédit quand on comprendra dans l'esprit psychologiquement, tout émane de l'exécutif. Non, quand vous dites exécutif, c'est une probable élection du politique dans le jeu. Bien sûr, c'est ça. Parce que c'est le politique qui donne l'exécutif. Alors, ce qui vient départir justement la politique du jeu institutionnel. Et on a cet espoir que ceux qui arrivent au pouvoir, qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui arriveront encore, parce que de plus en plus ça s'améliore parfaitement, auront conscience du pourquoi ils ont été élus, pourquoi ils sont là, prendre la distance, du recul, s'abstenir de parler, de communiquer, de se mêler. C'est comme ça. Il nous faut des femmes et des hommes suffisamment éthiques qui montrent au monde, aux populations, à nous, que j'ai suffisamment de distance, j'ai suffisamment de recul, je respecte la Constitution, je respecte les institutions, chaque chose a sa place. Alors, je ne montre pas d'autorité, je ne parle pas et que je le répète, pardonnez-moi, c'est ce qui fait que ça crée une confusion. Et juste après, il y a des gestes, des actes qui s'en suivent. Toute chose a son temps. Que chacun reste à sa place. Et que toute chose a son temps. Il faut savoir différer. Il y a un moment, c'était ça. On attend encore un autre moment. Quand ça se suit, ça crée de la confusion. Et même si c'était normal, même si c'était régulier, ça se discute, ça commente. L'opinion publique également doit se garder une certaine distance. Ça commente trop dans notre pays. Et que les gens soient suffisamment bien éduqués pour se dire, ça, je ne dois pas commenter, parler, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je respecte, certains se permettent de faire des commentaires sur telle personne dont le nom a été cité. C'est violer la présomption d'innocence et en même temps, c'est un péché, même du point de vue religieux. Oui, mais là, il faut une justice très forte, indépendante, autonome. Mais elle est là. La justice, elle est là. Elle est indépendante. Elle est même forte. Il y a des situations qu'on peut isoler. C'est lorsque, justement, le politique se mêle. Le politique se montre. Le politique se vante. L'exécutif. Et finalement, le problème, c'est le politique. Et non, tout. Parce que la justice. Et non la justice, parce que la justice est un global, monsieur le directeur général. Qu'on fasse attention pour un cas, une affaire, et on globalise. On attaque. L'opinion publique se dégage. Ce n'est pas bon. Et là, ce qu'il nous faut maintenant, qu'il y a un démarrage, nous sentons un nouveau souffle. Il va falloir laisser les institutions. On a mis en place un parquet financier. Oui. Alors, et ce n'est pas seulement, et vous verrez que dans le texte, on parle de beaucoup de choses, des marchés publics, des maritimes. Et il y a des magistrats suffisamment chevronnés qui pourraient nous permettre de faire du travail. Dans tous les cas, on attend une chose, un moment. La justice, le tribunal, ne peut pas juger quelqu'un, déclarer la personne coupable
s'il n'y a pas de suffisamment de preuves à son encontre. Si on comprend qu'à ce stade, des indices nous permettent de poursuivre, de chercher, ces indices suffisent pour le parquet. Mais le tribunal, lui, même quand on parle d'intime conviction, devrait s'appuyer sur des éléments objectifs, des preuves, des éléments de preuve. Et c'est le sujet sur le débat. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple de l'actualité, le débat a atterri à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi les réactions de part et d'autre aujourd'hui et qui basculent sur le terrain judiciaire après, parce qu'après la levée de l'immunité parlementaire, une autre étape s'ouvre, c'est la judiciaire. Malheureusement, c'est normal que la CENTIF saisisse le parquet financier, c'est normal, c'est prévu par la loi. Que le parquet financier dise « je veux entendre telle personne, enquêter sur des faits », c'est normal que ça passe par une certaine hiérarchie, ça arrive à l'Assemblée nationale. Et que finalement, la phase, ce que je disais, à tort d'ailleurs, certainement, c'est que les événements se succèdent. Je ne pas ça chevauche. Il y a un moment, on organisait des élections législatives. Pour dire il va falloir qu'on organise des élections législatives pour avoir une majorité et pouvoir gouverner. Puisqu'il s'agit de pouvoir gouverner, posons des actes qui montrent que la gouvernance se manifeste. Et par rapport à la matérialité de la vie, vous entendez tout le temps à la radio, c'est vous, la presse, qui fait de ressortir, faire écouter des populations qui disent que nous souffrons. Posez des actes dans ce sens. Attendons un autre moment pour voir le temps que l'Assemblée nationale démarre, etc., etc. Et ensuite, on va engager des poursuites. Mais quand c'est trop proche, et nous sortons tout récemment des atteintes de fragilité politique, on va dire, tiens, ils sont arrivés au pouvoir et maintenant, ils se retournent avec les rebonds. L'esprit peut aller dans ce sens. Et on ne peut pas le reprocher parce que c'est trop proche. Et quelle attitude adopter dans une telle situation? Moi, à la place, et puis ce que je dis ne compte pas du tout puisque je n'ai pas d'expérience, je suis très loin des réalités, mais j'ai l'impression que dans mon esprit, que ce n'est pas trop, ça peut attendre un peu. Alors, à peine l'Assemblée nationale vient d'être mise en place, les députés viennent d'être, et puis on a gagné. D'autres ont été vraiment tristement laminés à plusieurs reprises, souffrent déjà de ça, etc., etc. Attendre, on peut continuer à chercher des informations. Non, ce n'est pas trop tard. Voilà, ce n'est pas trop tard. Attendre un autre moment où les choses s'apaisent et puis ensuite, discrètement, on glisse, on engage des poursuites. Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas possibilité de continuer, sauf, et c'est ce que je disais, je suis très loin des réalités, on a suffisamment d'éléments, Tout est public, tout est là. Oui, vous avez dit justement l'importance et l'urgence aujourd'hui lorsque des questions se posent, parallèlement des populations qui souffrent, ne serait-ce que de donner l'exemple. c'est aussi une manière de voir, je suis d'accord, c'est aussi une belle façon de voir, de dire, mais justement, parmi ceux qui peuvent permettre de soigner le mal, il y a aussi cette voie. Si ça peut ramener, à condition que ça soit vrai, à condition que, effectivement, ça se matérialise, de ramener des fonds, de retourner tout, mais aussi, c'est tout à fait envisageable. Envisageable, professeur Samakia, ce qui nous permet de parler aussi de la gestion des deniers publics dans des États démocratiques comme les nôtres, assez vulnérables, assez fragiles aujourd'hui. Le rôle que devrait jouer la justice pour justement garantir une gestion simple de vos ressources aujourd'hui. Quand elle est saisie, Important, puis le rôle de la justice, justement, c'est quand elle est saisie, c'est de se manifester, c'est d'engager des poursuites. oui, mais le seul qu'à travers la CENTIF, et justement, parce qu'ils ont les informations, souvent à partir des enquêtes. Oui, Oui, des informations. et justement, ces informations, si on les a, elles sont tout à fait révélées, vraies. Et ça pourrait conduire à une justice. Et la justice doit être une justice exemplaire. Quand il y a des choses palpables, et vous savez que la justice elle est rendue au nom du peuple, et les publics, normalement la publicité, ceux qui viendront assister représenteront le peuple, pourront juger eux-mêmes, et ça permettrait de rétablir pas mal de choses. Donc la justice sur ce point-là doit être suffisamment forte. Et par rapport à la gestion des deniers publics, Oui, la redevabilité. oui, la gestion des deniers publics, c'est une question de femmes et d'hommes, question de vertu.
question d'éthique. Vous savez que dans la vie, c'est un rappel inutile, parce que nous tous, nous savons, quel que soit ce que vous allez avoir comme bien, comme argent, vous ne partirez pas avec quand vous quitterez ce monde. Si on vous confie des deniers publics, le plus souvent, on vous met à peu près, je viens dire à peu près à l'aise. Vous avez un salaire, vous avez des indemnités, vous avez des avantages qui tournent. Et c'est un sacrifice. Si vous voulez avoir énormément d'argent, ce n'est pas en travaillant pour l'État. Ce sont ces militaires qui ont sacrifié leur vie, qui défendent notre honneur. Et vous voyez comment ils sont rémunérés. C'est une fierté pour vous. Mais quand vous profitez de cette situation, l'argent devient facile pour vous. Vous allez assumer. Ça vous rattrapera force et force. Et ce qui est malheureux, c'est que vous ne partirez pas avec. Ceux qui vont hériter de ces biens non plus. Tout restera ici. Et tant que nous n'avons pas des gens qui travaillent, qui renoncent à des choses, qui se laissent animer par l'intérêt général, nous n'avancerons pas. Le développement reposera par cette valeur, le travail. Il faut qu'on bosse. Il faut qu'on respecte le temps. Il faut qu'on arrive à l'heure. Oui, tant de valeurs à incarner. Mais justement, de ce point de vue, aujourd'hui, on a nos corps de contrôle. On attend justement le rapport de la Cour des comptes également. Oui, des informations testées ça et là. Aujourd'hui, nos corps de contrôle par rapport également à la gestion des deniers publics, de ce point de vue, oui, il faudrait ici arrêter. Oui, c'est le travail. Oui, nous avons mis en place pour ça. Et ces personnes, ces organismes, ces services ne peuvent pas accuser telle ou telle autre personne. Le travail consiste à examiner. Il y a tel et tel autre problème. Il y a des difficultés. Il s'agit de rapports aussi. Oui, oui, il s'agit de rapports. On examine, on exploite et on poursuit. On cherche plus loin. Qu'est-ce qui se passe? On veut de la transparence. C'est une demande sociale. N'importe qui arriverait au pouvoir répondra à cette demande. Voilà. Et justement, de ce point de vue, lorsque les rapports sont attendus, les États comme le nôtre aujourd'hui, avec des corps de contrôle, oui, la gestion des deniers publics au Sénégal, souvent, les politiques, selon qu'ils alternent d'un pouvoir à un autre, il y a des accusations qui traînent régulièrement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous? Et c'est le choix de la politique. Nous avons connu 3 alternances depuis 2000. Aujourd'hui, oui, 2024, au 3e alternance et sur le même problème. Oui, pour cette alternance qui vient de s'opérer, oui, c'est encore assez tôt. Non, c'est tôt. C'est le choix politique. Oui. C'est la stratégie politique, c'est la manière de faire. Tel est avec moi, tel m'a soutenu. Donc, pendant que je suis là, ne pourra pas être poursuivi, ce qui rend d'ailleurs, ce qui constitue une rupture, une violation du principe d'égalité de tous devant la loi. Pas question de faire, comme on le dit, pour demi-mesure. Certains sont poursuivis, d'autres non. Certains sont couverts, d'autres sont découverts, ce qui n'est pas du tout normal. Mais aujourd'hui encore, de plus en plus, c'est devenu beaucoup plus imposant que tout doit se faire de manière transparente. Nous avons en réalité, monsieur le directeur général, c'est nous qui contrôlons. C'est le peuple qui veille. Et qui tranche, comme à des élections. Et à partir de ce moment, aujourd'hui, le peuple aussi dispose d'institutions. Vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez l'Assemblée nationale qui également contrôle également l'Assemblée nationale législative. Il aurait de pouvoir législatif également. De ce point de vue, nous avons les 3 pouvoirs. En parlant de ces 3 pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs, qu'en est-il du rôle des institutions aujourd'hui? Mais justement, vous rappelez, et ça c'est le domaine des spécialistes qui font du droit constitutionnel, les collègues publicistes qui sont à même de pouvoir développer ce principe qui reste presque une théorie. Dans la pratique, quand on regarde de très près, le pouvoir exécutif tend à dominer, puisque tout le reste dépend d'eux. Vous voyez que l'Assemblée nationale, on dit pouvoir législatif, c'est là où on élabore des lois.
La loi, elle est votée par qui? Par les députés. Les plus nombreux, c'est eux qui l'emporteront. Or, les plus nombreux, c'est la politique. C'est le phénomène majoritaire. Voyez, ça force le jeu. Or, c'est ceux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale sont avec le pouvoir. Celui qui est arrivé au pouvoir, c'est eux qui cherchent leurs femmes et hommes et qui les placent. Donc, ça force le jeu. Et le pouvoir exécutif qui nomme, les magistrats sont nommés, des avantages sont accordés. Le parquet financier dont on parle, le procureur financier a été nommé, et nommé par l'intermédiaire du garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux lui-même est nommé par le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Et c'est lié. C'est lié, c'est Quelle est la crainte ici? La crainte, justement, c'est de ne pas être suffisamment libre, de ne pas être suffisamment indépendant parce que je dépends de l'autre. Si on craint de perdre des avantages, son aisance, on évitera, on manœuvrera. Ce sera le management dans l'intérêt du chef. Le grand chef, c'est le président de la République. Alors, et son premier ministre. Mais aujourd'hui, nous allons vers ça. C'est ce que nous sentons. En tout cas, ça se voit à travers les discours. Lorsque ces autorités nous rassurent en disant que nous sommes là pour appliquer la justice. Et ce qui est d'autant plus intéressant, des gens comme moi qui disent, ben, je viens d'assez loin. Alors, je connais ce que vous vivez. Je suis du monde rural. Et je suis là, je ferai en sorte que les choses soient rééquilibrées. Ça rassure. Voilà. Et donc, je ferai moi-même, c'est moi qui commencerai à respecter les institutions. À partir de ce moment-là, le principe de la séparation des pouvoirs aura un sens. Et dans le cadre d'espèces, oui, vous regardez, me diriez-vous, pour attendre la suite avant tout jugement. Ce qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale, depuis la CEDIF jusqu'à l'Assemblée nationale. Moi, je disais qu'on pouvait apprécier le moment d'intervention. On a largement le temps. Il n'y a pas encore prescription. Continuez à chercher. Mais si on choisit de le faire maintenant, ça reste légal, ça reste normal de saisir l'Assemblée nationale. Et toute personne, il n'y a pas que ceux dont on entend les noms, tout le monde qui utilise, par où passent les deniers publics, on a le droit de regarder, on a le droit de demander des comptes rendus. Et maintenant, si on se rend compte qu'on avait pensé, on soupçonnait, en réalité, il n'y a rien, et ça s'arrête là, ce n'est pas une raison non plus pour le créer un tollé. Mais encore une fois, c'est le choix, la trajectoire, la conduite, les priorités. C'est ça qui va constituer l'art de gouverner. L'art de gouverner, aujourd'hui, des sillons apparaissent de plus en plus avec les nouvelles autorités, mais justement face à une situation conjoncturelle difficile, oui, au niveau national comme international aujourd'hui. Avec le recul, comment observez-vous cette situation? Et justement, nous rentrons dans le cadre des politiques publiques. Oui. Parce que si la question est posée, c'est parce que vous êtes un défenseur des droits humains. Et dans la défense des droits humains, il n'y a pas que les droits politiques. Il y a les droits sociaux et économiques. Oui, exact. Mais c'est lorsque, il faut comprendre les droits de l'homme dans le sens, Oui. nous avons des politiques que nous mettons en œuvre. Nous avons des choix de gestion. Et que, par exemple, si ça nécessite de s'accaparer d'une partie des territoires, ça peut toucher des droits culturels, des droits sociaux. C'est en ce moment-là qu'on veillera à ce qu'on respecte ces droits, qu'on trouve un équilibre. Je disais tout à l'heure, et quand j'ai commencé, vous m'avez opposé autre chose de vrai. J'ai dit que quand on arrive, on trouve en place des difficultés, des besoins très, très pressants. Les gens sont très pressés parce qu'ils sont restés longtemps en train de souffrir. On n'attend même pas. C'est pour ça que diriger devient extrêmement difficile. Alors, essayons de trouver, je ne saurais vous dire comment gérer puisque je ne suis pas dedans, mais essayons de trouver des politiques qui permettent de soulager les populations en un moment. Mais quand ça se fait en même temps où on ne voit rien, à partir du moment où on s'inquiète. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, en contrecarrant mon propos, ben, ça fait partie aussi des politiques que de chercher à recouvrer nos avoirs, à renforcer nos caisses et pouvoir répondre aux besoins. Et même de ce point de vue, l'état de droit dans le contexte sénégalais, qu'est-ce que c'est? L'état de droit signifie tout simplement
ceux qui gèrent l'État, qui détiennent nos administrations, respectent la loi. Que ça commence par ceux qui gouvernent. Se soumet à ce qui est prévu comme règle. Oui. Alors, professeur Sambakar, invite cette objection, la République répond par des principes républicains, Des valeurs. des valeurs comme quand il s'agit d'un État aujourd'hui. Mais faudrait-il aller chercher des hommes d'État, des républicains pour manager un État comme le Sénégal? Ah oui, il faut savoir que l'État est un mythe. Il y a des comportements, il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des manières de faire qui détruisent le mythe de l'État. Quand on entre dans l'État, on se débarrasse d'un certain nombre de carapaces, de ce qu'on avait. On n'est plus l'homme politique, on n'est plus ceci ou cela, il n'y a plus d'ethnicisme. L'État, c'est quelque chose qui se trouve au-dessus et qui fonctionne dans l'intérêt de tout le monde. Je disais, c'est un mythe. La personnalité, on doit l'incarner. Le charisme du chef, les administrations, les hauts fonctionnaires, ce qu'ils imposent comme rigueur. C'est ça qui fera que l'État va se distinguer de nous, de nos considérations d'ordre familial, de nos considérations d'ordre religieux. Ça s'isole et c'est ça qui va nous protéger. Mais quand l'État se noie et diffuse dans notre organisation sociale, on ne verra pas et puis il n'y aura pas d'ordre. Il n'y aura pas d'ordre, mais justement, c'est le temps des réformes également. Réforme de la justice, on avait suivi des conclusions, mais de ce point de vue, que faudrait-il apporter comme plus pour une justice permanente? Il y a beaucoup de choses à dire. La justice, déjà, moi je me trompe encore une fois trop souvent, moi je ne pars pas de l'hypothèse que la justice n'est pas permanente, que la justice n'est pas indépendante. Elle est là, elle existe, elle fonctionne. Pour nous permettre de la rendre forte, c'est de renforcer ses ressources humaines. Il doit y avoir également la justice partout, pour tous les Sénégalais. Pas un secteur, pas d'autre. Il doit y avoir des avocats partout. La justice, ce n'est pas seulement la magistrature. La justice et l'avocature, c'est les notaires, ce sont les huissiers de justice, tous les autres acteurs. C'est un ensemble, la justice. Et on répond aux besoins des justiciables. Renforçons les ressources humaines. Donc, ces ressources, je vise à tout le monde, les magistrats, les avocats, les notaires, et ensuite les institutions, les structures. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir une justice présente, une justice permanente. Et ces hommes, ceux qui sont également sont chargés de rendre la justice, il faut respecter, c'est vous qui parliez de principe, il y a ce qu'on appelle l'inamovibilité, ne pas pouvoir être déplacé sans avoir exprimé son avis, ne pas calculer, ne pas privilégier certains par rapport aux autres parce que auraient des relations avec ou seraient proches d'eux, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrivera à une justice qui se dégagerait de tout soupçon. Quel est l'intérêt du juste soi dans la démocratie? Ah, c'est extrêmement important. Merci pour cette question. Et vous pouvez même la répéter. Et c'est là où se trouve tout notre problème. L'intérêt d'une justice forte, l'intérêt d'une justice indépendante, impartiale, c'est d'être acceptée. Quand la justice, elle est acceptée par les populations, elle est crue, elle est reconnue, on aura la paix. C'est pas encore le cas. On va vers la justice pour avoir la paix. C'est pas encore le cas. Je ne saurais le dire, mais nous voulons, avec ces dernières années, ces perturbations, ces turbulences, ont failli, c'est pourquoi j'utilise ont failli, affecter l'image de la justice. On confond tout. Ça se reprend. Alors qu'il y a des femmes et des hommes qui souffrent énormément pour nous rendre service, qui ne dorment pas. Leur famille en pâtissent. Quelle est la justice qui répond le plus à votre préoccupation? Justice sociale, justice politique, justice oui, de toutes sortes.
de votre point de vue, si vous avez à répondre à une telle question? C'est la justice quotidienne. Ce sont ceux qui recourent à la justice. Vous partez au palais de justice. Le matin, vous voyez des référés, des procédures urgentes, des expulsions, des loyers, des locations, des sociétés, des employés. Elle est là, elle est présente. Cette longue Délibération, la longue détention elle n'est pas normale. Et ça, on devrait porter le cri. Il doit y avoir un délai. Justement, je parlais de ressources humaines pas suffisantes. Vous vous rendez compte, un juge d'instruction. Vous allez à Bambey, un seul juge, président du tribunal d'instance. Bambey, pour tous ces secteurs, à côté de Durban. Le juge d'instruction des dossiers qui doit gérer des personnes qui sont en entente. Il faut, dans tous les cas, qu'on fixe un délai. Et à l'époque, je faisais partie de ceux qui estimaient qu'un délai assez suffisant peut être de 2 ans. Débrouillez-vous pour que l'enquête se termine en 2 ans. Si ça ne finit pas, la personne bénéficie d'une libération d'office. Mmh. Et oui, pour la dernière question aujourd'hui, on a parlé des réformes, on a parlé des enjeux. Parlons justement de cette gouvernance générale, je ne parle pas de gouvernance particulière. De votre point de vue, quel est le dernier message que vous avez à lancer aujourd'hui par rapport à ce à quoi le Sénégal a vécu ces derniers Mais c'est de poser les choses, de bloquer un tout petit peu. Dans ce pays, je veux quand on parle de programme, d'essayer de trouver des solutions par rapport à partout dans tous les domaines, ce qui est attendu, ce qui est réclamé. Se diriger vers les populations, écouter, chercher à trouver une solution. Entre eux, par rapport à ceux qui gouvernaient, essayer de faire d'une autre manière ou en tout cas d'attendre. Ça parle trop. Essayons de trouver les moyens de notre pays. Parlez beaucoup. C'est un prix à payer, mais comment payer ce prix? C'est en se respectant, en se dirigeant vers nos préoccupations pour ceux qui nous gouvernent, nous, en se respectant. C'est ça qui nous permettrait de préserver, de garantir la paix. Vous avez suivi le débat entre Emmanuel Macron et le reste de l'Afrique. Quelle donné ce sont en fait aujourd'hui? Je vous remercie. Les rapports. Je vous remercie, ça me touche. Et ce que j'ai dit pour ne pas plaire, ça ne concerne pas Macron, ça ne concerne pas ceux qui nous gouvernent, mais ça concerne des pays, des États, des populations, des peuples. La vie a fait que nous nous sommes rencontrés. L'histoire a fait que nous sommes condamnés à aller ensemble. Acceptons l'histoire. S'il y a des réparations, cherchons à réparer pour apaiser. Solidarisons, créons la solidarité entre nous. Épaulons-nous. Chacun a besoin de l'autre. La France a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin de la France. Dans quelle mesure nous pouvons collaborer? Bien sûr que chacun doit respecter sa souveraineté, la souveraineté de l'autre, mais nous ne pourrons pas nous séparer. Il ne peut pas y avoir de rapport conflictuel entre nous. Du tout. L'histoire, on s'en sert pour voir comment construire ensemble, dans le respect réciproque. Je suis peiné de voir qu'on se pique, qu'on s'envoie, si triste. Il faut faire attention. Ceux qui nous gouvernent ont des avantages, mais il y a des populations qui souffrent, qui migrent. Pourquoi elles migrent? Elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Et quand c'est dur à l'extérieur, ça devient encore beaucoup plus dur. Pensons à tout ça. Merci beaucoup, Sandra Carly. Ça a été encore une fois un plaisir. Et merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions, qui étaient des questions à enjeu d'actualité, mais surtout qui nécessitaient une certaine méthodologie. Merci encore. C'est moi qui suis touché par cette invitation qui m'honore et qui honore également l'Organisation nationale des droits de l'homme. Je porte avec un concert. Cette organisation dans une bêche, quelle est sa spécificité? De l'Organisation nationale des droits de l'homme, merci encore une fois pour cette question, a beaucoup contribué à fixer l'état de droit, à ouvrir la vie politique, la démocratie
la diffusion des droits de l'homme, le gardien des principes fondamentaux, l'accès au droit, l'accès à la justice, aider les justiciables, informer. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et s'il nous est permis même de les assister en tant qu'avocat, nous le faisons gracieusement, gratuitement. Et je le fais tout le temps avec mon confrère Iwek Sam. Merci. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était votre invité, Samba Kab, professeur des universités, agrégé des facultés de droit. Vous êtes avocat à la Cour et le président de l'ONDH, l'Organisation nationale des droits de l'homme. Ça a été un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez raison. Vous y restez ce fois-ci. C'est dans le cadre de Ganobi avec Aocho. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé